retour de notre émission avec d'abord les deux principaux titres qui restent à développer. Nous parlerons tout à l'heure de Cameroun, Guinée-Bissau avec deux superbes buts. Vous allez voir dans quelques instants sur Africa 24. Et puis, nous parlerons aussi de cette journée de jeudi 19 qui s'annonce aussi très, très alléchante. Voilà donc les premières images. Et ensuite, le deuxième grand titre qui vous sera développé au cours de cette émission, dans la troisième précisément. Alors, notre invité, c'est bien sûr quelqu'un que nous apprécions beaucoup ici. Africa 24, c'est le technicien burkinabé Sidi Napon, grand technicien, ancien pro aussi. Sidi, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Et puis nous avons Bruno Aoyo qui est avec nous. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Maître Joël Montlouis, ou éditorialiste. Vous voulez maître ou éditorialiste? Anyway, les deux me vont. Les deux vont. Bon. Eh bien, l'instant maintenant, il ne faut pas oublier justement que chaque soir, nous avons rendez-vous avec Gaël Onana que nous retrouvons tout de suite. Gaël, c'est à vous. Pour cette édition de l'Africa 24 Football Club spécial Cannes 2017 au Gabon, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Quels sont les freins à l'évolution du football en Afrique? Pour cela, nous vous donnons rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag A24 Cannes 2017 ou alors à travers l'adresse email cannes.gabon2017@africa24tv.com. Analyse du second match, nous aurons beaucoup de choses à vous dire. L'autre rencontre opposait les Lions indomptables du Cameroun face à la Guinée-Bissau. Surprise de cette CAN, bien sûr la Guinée-Bissau, et vous avez vu le premier but de la Guinée-Bissau. Mais attention, au retour des vestiaires, eh bien, les choses ont changé parce que Siani marquait donc, pour l'équipe du Cameroun. Il évolue en Belgique. Bruno doit le connaître très très bien parce que Bruno fait le va-et-vient entre plusieurs pays d'Europe. Et puis il y a Gadeux qui joue du côté de Sochaux. Bruno, c'est à vous qu'il appartient d'intervenir pour commenter, justement pour nous donner votre point de vue sur cette rencontre. Il est vraiment dommage que l'équipe de Guinée-Bissau manque de conviction dans son football parce qu'ils avaient le match en main, ils avaient de quoi faire le résultat de leur histoire, tout simplement, c'est-à-dire battre le Cameroun, ce qui pour eux, je pense qu'ils l'auraient fêté pendant encore 20 ans. Face à l'équipe du Cameroun, vous pensez qu'on peut résister comme ça? Ils avaient de quoi le faire. Après, je pense qu'ils se sont laissés aller. Bon, aussi, il faut avouer peut-être que les joueurs n'ont pas l'habitude d'évoluer à ce niveau. Piketty, à la 50e, il était vidé, il a dû sortir. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont délitées. Je trouve que c'est dommage. Après, le Cameroun aussi solide. Le match de Michael Ngade, franchement, est à féliciter puisqu'il empêche le 2-0 de Mendy et c'est lui qui donne la victoire à la fin. Franchement, le Cameroun, au moins, on peut leur reconnaître ça. Ils ont une solidité mentale superbe. Et je pense que Hugo Broos aussi, le fait d'avoir des jeunes et de les façonner, ça va aider le Cameroun à faire des résultats. Ngade, c'est un défenseur. Comment avez-vous jugé cette rencontre? Vous dites, je répète un peu ce que vous dites, Sidi, que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'antan. Oui, bien sûr, le Cameroun n'est plus le Cameroun d'antan, je le dis et je le réexplique partout aussi. Parce que je dis que au niveau de l'Afrique, les Camerounais, les Nigériens, les Ivoiriens, les Sénégalais, c'était les premiers avant à venir en Europe pour jouer. Et donc, ils avaient la supériorité par rapport aux autres. Aujourd'hui, l'Afrique, la plupart des joueurs qui évoluent aujourd'hui jouent tous en Europe. Donc, les autres qui étaient en retard, ils ont rattrapé maintenant le temps perdu. Donc le Cameroun, pour gagner un match, maintenant il faut se batailler. Vous avez vu l'exemple, le Nigeria aujourd'hui n'est pas qualifié, la Zambie non plus. Donc aujourd'hui, toutes les équipes qui sont aujourd'hui à la CAN, il ne faut pas les négliger. Quand j'entends les gens dire oui, telle équipe va battre telle équipe 2-0, je dis non. Non, c'est fini ce temps-là. Maintenant, l'Afrique détient et a des joueurs qui sont tous professionnels. Et le football africain évolue et c'est pour ça, pour la Coupe du Monde, ils vont nous en trouver plusieurs équipes. On aura 9 équipes, 9 à 10. C'est normal. Oui. Alors, c'est normal. Et donc, oui. Je voudrais aussi, on va rester un peu sur le Cameroun, des joueurs qui ne sont pas venus à la sélection. Que pensez-vous de ce comportement? Joël Montlouis a des choses aussi à nous dire à ce propos. Que pensez-vous de ce comportement des joueurs camerounais qui ne sont pas venus? Comme Choupo-Moting, il y a à peu près 7 joueurs. Bruno est au courant également. Mais tout dépend de ce qu'ils ont avec leur fédération. Parfois, on entend tout le temps les primes de match ne sont pas payées. Il y a toujours des problèmes. Les filles se qualifient, ils vont à la Coupe du Monde. Les primes de match sont venues en retard. Les artisans n'ont jamais rien. Et c'est ceux qui sont à la Fédé qui bouffent.
Non, mais il faut se dire la vérité. Il y a des joueurs qui viennent en sélection et ils repartent sans rien. Ils sont blessés sans rien. Ils mettent leur carrière en jeu pour venir jouer pour le pays. Bien sûr que je ne cautionne pas, il faut se battre pour sa nation, mais il faut aussi qu'en Afrique, qu'on sache que les artisans, il faut qu'ils gagnent quelque chose en retour. Bruno, avant de retrouver Joël Moulby, Hugo Boss disait que le problème, c'est qu'avant, certains joueurs étaient très heureux de se retrouver au sein de l'équipe nationale du Cameroun, mais cet engouement a baissé parce que les joueurs ont la pression de leur club, a indiqué Hugo Boss, et il parle aussi de leur absence en club, peut-être qui est préjudiciable pour leur carrière, en ce sens qu'ils peuvent perdre leur place. Réaction. Bon, moi, je ne vais pas reparler de Choupo-Moting. Je pense que voilà, j'ai déjà assez parlé de lui. Donc, je pense que quand on est solide et quand on a confiance en son potentiel, ce qui a toujours été le cas des grands joueurs africains, on va en sélection, on joue la CAN et on revient. Youssouf Mulumbu s'est exprimé là-dessus. Il va aller parler à Beni Kafobé, le joueur de Bournemouth, qui n'a pas voulu aller jouer la CAN pour se préserver apparemment dans son club. Je pense que les joueurs doivent croire en eux et aller jouer la CAN. Et peu importe s'ils perdent leur place pendant un mois ou quand vous êtes convoqué, vous y allez. Okay. Après, s'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes de primes, je pense qu'il faut négocier en groupe. Oui. Alors, les règles juridiques qui s'imposent, vous en savez quelque chose? Oui. Juste pour dire deux mots, parce que je pense que le problème, il est un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît. Évidemment. Le premier point, c'est la procédure. Ça, c'est l'annexe 1 du règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs qui pose le principe suivant. Le club doit mettre à disposition le joueur. Ça, c'est obligatoire. Et que tout accord contraire qui existerait entre le joueur et le club serait considéré comme nul. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du premier article de cette annexe. Ensuite, le deuxième article qui est très intéressant, c'est l'article 3 qui dit qu'en principe, le joueur doit répondre positivement à une telle convocation. Et donc, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont possibles, notamment à l'article 4, qui indique la maladie et la blessure. Cependant, dans ce type de cas, effectivement, il y aura une contre-expertise médicale pour bien s'assurer qu'on est en présence d'un joueur qui est effectivement blessé. Et ensuite, l'article 6 indique qu'en cas de violation de ces dispositions, c'est sanctionné par la commission de discipline de la FIFA sur la base du code disciplinaire de la FIFA. Donc effectivement, il y a un arsenal répressif qui existe et il appartient aux fédérations de faire le nécessaire, soit vis-à-vis du joueur, soit vis-à-vis du club, pour, on va dire, faire valoir ses droits. Ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue de la procédure. Sauf que concrètement, en pratique, on peut se dire quel est l'intérêt du sélectionneur à courir absolument après un joueur qui finalement ne veut pas jouer en sélection nationale. Quel va être l'intérêt? Il va être sur le terrain, certes, mais au niveau de la motivation, au niveau de l'envie, il n'y aura absolument rien. Ensuite, si jamais il était sanctionné, évidemment, la fois d'après... On peut les sanctionner, mais il faut être sûr que la fois d'après, on n'a pas l'intention de faire appel à ce joueur, parce que je vous assure qu'ensuite, le joueur, quand il va venir, il va traîner des pieds. C'est-à-dire qu'il n'aura absolument pas envie et il ne va rien faire sur le terrain. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer, c'est que les joueurs ne sont pas forcément les acteurs principaux. Derrière les joueurs, il ne faut pas oublier qu'il y a des clubs et que très souvent, mais vraiment très souvent, on se retrouve avec des clubs qui mettent une pression, une petite pression quand même, mais une pression qui est vraiment présente. Et là, par exemple, je pense à un joueur qui est derrière son écran, que je salue, qui aurait dû être présent lors de cette CAN, mais finalement, il n'est pas venu pour privilégier, entre guillemets, mais c'est ce qu'il a dit, mais il n'avait pas le choix, pour privilégier sa place et son travail au niveau du club. Donc vraiment, le point de vue du joueur, c'est vraiment pas évident. Et il manque à son équipe nationale. Merci. En tout cas, merci pour votre intervention. Merci, Maître, aussi de nous avoir apporté ces précisions, ces fameux articles que nous n'avions pas en tête, mais que grâce à vous, maintenant, on va y penser. Patrick Bouma disait aussi justement qu'à la FECAFOOT, écoutez bien ce qu'il dit, la FECAFOOT pourrait en effet engager des actions à l'encontre de ces joueurs, conformément au règlement de la FIFA que vous venez de citer, mais elle ne va pas le faire, se désole Patrick Bouma. Donc, on peut presque dire que la fédération est complice?
Non, la fédération n'est pas complice, comme elle vient de bien dire. On peut sanctionner ces joueurs-là. Mais la fédération ne va pas le faire. Mais à quoi ça sert? Parce que si un joueur n'est pas motivé, s'il vient pour jouer, ça ne sert à rien. Hein. Donc mieux vous les laisser. Retour sur le match aussi Mali-Égypte et la déclaration des entraîneurs. Après ce match, Hector Cooper, entraîneur de l'Égypte, et Alain Giresse pour l'équipe du Mali. 0-0, je vous rappelle. Écoutez. Difficile. Nous avons essayé de contrôler le ballon dans la première moitié de la rencontre, mais nous avons souffert à cause du jeu des Maliens. Nous espérions un meilleur résultat, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons fait de notre mieux et je suis satisfait du comportement de mes joueurs. Le plus du MAG maintenant. Et les Aigles du Mali qui participent à leur 10e CAN, habitués au carré d'As. Les Aigles disposent d'une équipe rajeunie, mais sans son emblématique capitaine, Sédou Keita. Mais avec des joueurs qui peuvent jouer les troubles fêtes, comme Yatabaré du Verdem de Brême, Bakary Sako de Crystal Palace ou Khalifa Koulibaly de la Gantoise. Voyons ce sujet avec Mokhtar Bari. Les Aigles du Mali sont au Gabon pour leur 10e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. La qualification à cette compétition n'a été qu'une promenade de santé. Logé dans le groupe C en compagnie du Bénin, du Sud-Soudan et de la Guinée équatoriale, le Mali s'en sort avec 5 victoires et un match nul, totalisant ainsi 16 points, 13 buts marqués contre 3 encaissés. Éliminé de la dernière Coupe d'Afrique par tirage au sort, le Mali compte jouer toutes ses cartes face au Ghana, quadruple champion d'Afrique, l'Égypte septuple champion et l'Ouganda. On est dans un groupe très difficile, que nous avons 2 très grosses équipes et une autre équipe dont aussi il faudra évidemment ne pas négliger, qui est l'Ouganda. Donc là, d'être prêt dès le premier match, c'est une condition importante. C'est une CAN, c'est un sprint de long, c'est un sprint un petit peu long, c'est pas une Coupe du Monde où c'est plus sur la durée que l'on joue. Donc là, c'est de partir à cet objectif-là. Il n'est pas question que l'on ait des hésitations sur les perspectives des performances qu'on veut faire. C'est de réaliser la meilleure performance possible. À cette compétition, les Mali comptera au bois Soumbéila Diakité, Djigui Diarra et Oumar Sissoko. La défense sera entre les mains de Mola Wagué, un habitué de la CAN, appuyé par Ousmane Koulibaly et Salif Koulibaly. Les Aigles pourront compter sur Samba Sow, Sambou Yatabaré au milieu du terrain. L'attaque sera dirigée par celui qui fait les beaux jours de la Gantoise en ce moment, Khalifa Koulibaly. Moustapha Yatabaré est la star des Crystal Palace, Bakary Sako. C'est vrai, il y a beaucoup qui jouent très peu, mais avec le retour de Khalifa Koulibaly, qui est quand même un des meilleurs buteurs de l'Europa League, avec ce retour, je pense que les Aigles sont capables de faire quelque chose. Mais en tout et pour tout, c'est une liste équilibrée qui va jouer, et je compte beaucoup sur la jeunesse de l'effectif quand même pour faire quelque chose à cette CAN. Pour sa préparation, le Mali a choisi le Maroc, un match amical perdu face au Burkina le 7 janvier 2017. Même si le football malien vit une crise latente depuis 2014, cela n'a pas empêché les équipes de football d'être à toutes les compétitions en 2016. Une première en Afrique. Cette fois-ci, on pense qu'on ne va pas pour participer, ce que j'ai dit à l'entraîneur. Le Mali ne doit pas aller pour être deuxième ou troisième. Parce que même quand notre pays était divisé, en 2012, on était troisième de l'Afrique. En 2015, on était troisième de l'Afrique. Cette fois-ci, on ne va pas juste pour aller participer, on va juste pour remporter la coupe, cette coupe-là. Bon, donc c'est une occasion vraiment de lancer un appel aussi à nos hautes autorités pour faire de sorte que le maximum de supporters puissent partir assister à cette CAN-là. L'histoire du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 6 demi-finales, dont une finale perdue à Yaoundé en 1972 face au Diable Rouge du Congo. 2 médailles de bronze et 3 éliminations dès le premier tour. 10e participation, dont 6 consécutives. Cette CAN 2017 sera-t-elle enfin la bonne? Rendez-vous au soir du 5 février 2017. Avant de revenir sur les résultats, le classement du groupe A, Sidi Napon, vous avez vu ce sujet sur le Mali. Vous voulez réagir pour le prochain match du Mali?
Oui, le prochain match du Mali contre le Ghana. Ouais, le 21 janvier. Ça ne va pas être facile pour les Maliens et ni pour les Ghanéens. À ce moment, les Maliens, les Ghanéens ont gagné leur premier match, mais la pression sera sur le Mali. Et j'espère qu'ils pourront avoir un bon résultat, parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Oui, il vous a entendu parce que vous savez, que nous sommes très regardés aussi du côté du Mali, un peu partout sur le continent africain. Les résultats, je rappelle, pour le groupe A, deuxième journée, Gabon-Burkina Faso, 1 but partout, et Cameroun-Guinée-Bissau, le Cameroun qui s'est mis à l'abri, 2-1 au classement. Le Cameroun, vous le voyez, est en tête avec 4 points, deuxième Burkina Faso et le Gabon avec 2 points, et Guinée-Bissau est quatrième. Je profite pour saluer Graziella Chakunte qui doit être très très heureuse ce soir. Bruno, c'est à vous le mot de la fin avant de remettre l'antenne. Dans ce groupe, en ce qui concerne le Ghana et le Mali, je pense que ça va être un match très équilibré. Après, dans l'autre match, Égypte-Ouganda, je pense que c'est déjà fini pour l'Ouganda. Franchement, ça va être compliqué. L'Égypte est en train de revenir là, donc l'Ouganda doit sortir un gros match. Leur coach Sredojevic les attend là. Il doit être en train de les motiver. Donc on les attend samedi pour faire un gros match contre l'Égypte. Ouais. Et puis dernière précision avant de remettre l'antenne, le 22 janvier, attention, troisième journée, groupe A, à 20h à Libreville. Gabon, donc le Cameroun reste à Libreville. Et puis à 20h, c'est à Franceville. Guinée-Bissau va prendre l'avion ou peu importe, ou le car pour aller du côté de Franceville, ainsi que le Burkina Faso. Un petit déplacement peut-être de 85 km à peu près. C'est pas très très long. On remet l'antenne, on se retrouve juste après la pause.